Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes fin novembre, quasiment début décembre. Je ne sais pas à quel moment je publie la vidéo, peu importe. En tout cas, nous approchons à grands pas de Noël, une période que certains aiment et que d'autres détestent. En tout cas, à cet égard, j'ai voulu vous proposer une petite liste de films de Noël. Donc par film de Noël, j'entends pas forcément de films qui traitent spécifiquement de Noël, mais plutôt de films que l'on regarde traditionnellement à cette période, en tout cas que moi je regarde traditionnellement à cette période parce que comme à chaque fois que je vous propose ce type de vidéo, eh bien je vais à nouveau faire une liste, tout ce qu'il y a de plus subjective. Donc il ne va pas être question du Père Noël est une ordure ou encore de Maman j'ai raté l'avion. Non, on va proposer quelque chose d'un peu plus original. Donc peut-être que le lien entre les films dont je vais parler et Noël va vous échapper, mais c'est pas grave, voilà. Finalement, il faut prendre Noël comme un prétexte. Le but, c'est de parler de cinéma. Et d'ailleurs, je vous invite, vous, à publier en commentaire votre petite liste de films préférés à regarder en période de Noël. Et donc, si vous êtes encore là, eh bien c'est parti, nous allons commencer la petite liste. Alors, qui dit film de Noël dit film de l'enfance, et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par vous parler du film Bandi Bandi de Terry Gilliam, un film vraiment spécifiquement destiné aux enfants, mais aussi aux adultes, parce que ce n'est pas un film qui se paye notre tête. Donc Terry Gilliam, pour vous faire un petit topo quand même sur le personnage, c'est un membre de la troupe des Monty Python, célèbre troupe d'humoristes britanniques, même si lui-même est américain. Et son rôle dans la troupe à lui, c'était spécifiquement de faire, disons, la direction artistique. Il avait vraiment une vision. Et donc, notamment, si vous connaissez l'émission Flying Circus des Monty Python, vous avez souvent entre les sketchs des sortes d'interludes. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a vraiment une vision créative. Et si vous l'écoutez d'ailleurs en interview, c'est un vrai moulin à paroles. Le mec, il a une tête qui déborde d'idées constamment. Voilà pour situer Terry Gilliam. Et donc, tout ça parce que il propose un film pour les enfants, mais qui a une vraie ambition artistique. Il avait déjà fait ses armes en tant que réalisateur sur Sacré Graal avec son comparse Terry Jones et également sur La vie de Brian, que je vous recommande. D'ailleurs, ça pourrait aussi être un film de Noël, ça, La vie de Brian. Je comptais pas en parler, mais il faut le voir. Et puis il se lance en solo avec le film Jabberwocky en 77. Et là, c'est sa deuxième réalisation solo, Bandi Bandi, voilà, en 1981, avec un casting 1000 étoiles. On retrouve même Sean Connery dans le rôle d'Agamemnon. Et donc dans ce film, le héros c'est un enfant. Et la chose vraiment agréable, c'est que c'est un enfant qui n'est pas une tête à claque. Parce que je trouve souvent que dans les films avec un héros enfant, souvent c'est une petite tête à claque quand même. Hein. Harry Potter, ça va, ça y échappe, mais Maman j'ai raté l'avion, franchement, Kevin McAllister, il mérite quand même 2 baffes. Hein. Bref, là c'est pas le cas, là c'est un gamin qui est plutôt attachant, auquel on peut s'identifier, et qui va vivre de folles aventures dans un univers parallèle, en fait dans un univers de contes de fées. Il va échapper à son quotidien assez triste. Il a des parents qui sont des espèces de stéréotypes de la société de consommation. En fait, on a déjà des thématiques que Terry Gilliam va reprendre dans son film Brasil, qui est, disons, vraiment son chef-d'œuvre, mais qui est beaucoup plus noir. C'est vraiment Brasil, c'est vraiment une dystopie, tandis que là, on est quand même dans un univers de contes de fées. Alors certes, avec des passages un peu compliqués, parce que voilà, c'est une aventure, mais ça se finit bien. Et puis, voilà, visuellement, c'est vraiment magnifique, surtout la scène de fin avec le génie du mal, je n'en dirai pas plus, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants en profitent autant que les parents, donc je recommande à 1000% le visionnage de Bandi Bandi avec vos gamins ou vos petits gamins ou vos neveux et nièces. Vraiment, c'est un film de Noël auquel je suis profondément attachée. Même si il n'y a pas de lien avec Noël, pas du tout.
juste c'est un film d'enfant. Donc deuxième film, et là on va dans un tout autre univers. Vous savez que j'adore faire des grands écarts comme Jean-Claude Van Damme. Et d'ailleurs j'aurais pu citer un film de Jean-Claude Van Damme parce que pour moi c'est aussi un personnage de Noël. Mais non, je vais citer sans doute l'un de ses modèles qui est Bruce Lee. Parce que, eh bien ça c'est une tradition familiale qui s'est instaurée chez moi, c'est que à chaque Noël nous regardons des films de Bruce Lee. Et plus spécifiquement, nous regardons La Fureur de vaincre, qui est le plus beau film de Bruce Lee en tant que star. Parce qu'en fin de compte, Bruce Lee, il a fait pas mal de films avant de devenir une vedette, avant de devenir une tête d'affiche. Donc il y a eu son premier film Big Boss en 71 où il est devenu une grande star, et puis il a enchaîné l'année suivante avec La Fureur de vaincre, film réalisé par Lo Wei. Si vous aimez Bruce Lee, vous savez que tous ces films sont pas forcément très... C'est comme De Funès en fait, c'est une vraie star, c'est un acteur qu'on aime, mais ces films sont pas tous hyper réussis, il y a un côté un peu nanar à certains de ces films. Et La Fureur de vaincre, voilà, il y a tous les bons ingrédients qui sont réunis pour faire un beau film. Donc c'est une réussite. La musique, les décors, les scènes de combat bien entendu, puisque quand on regarde un Bruce Lee, on est là pour la bagarre bien sûr. Et puis vous avez la petite touche de Bruce Lee en plus dans le film, puisque il s'autorise une scène où il se déguise en plombier. Là je pense que, enfin c'est marrant, mais j'ai ce sentiment que si Bruce Lee avait vraiment fait une big carrière, il aurait sans doute encore plus essayé de faire ce genre de scène, parce que ouais, c'est quelqu'un qui aimait bien se déguiser. Je pense qu'en fait, au-delà de sa compétence suprême en arts martiaux, c'est quelqu'un qui aimait bien jouer la comédie. Et ça, on s'en rend compte aussi dans ce film-là. Dans La Fureur du Dragon, bien entendu aussi. Mais La Fureur du Dragon, c'est un petit peu moins réussi quand même. Là, il est avec un réalisateur chevronné qui sait le mettre vraiment en valeur. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien aussi avec Bruce Lee, c'est qu'il a ce goût de la comédie. C'est un mec, il avait envie de jouer. Mais en tout cas, ça reste toujours un plaisir de regarder ses films, même si, bon, bah, il y a toujours un côté un peu répétitif. Et puis bon, voilà, c'est pas toujours hyper qualitatif, ni hyper bien joué, mais c'est un plaisir de regarder Bruce Lee. Ce n'est pas étonnant qu'il soit entré dans la légende. En tout cas, La Fureur de vaincre, ça, je ne manque jamais de le regarder à chaque Noël. Et cette année, je n'y manquerai pas non plus. Et donc, rebelote, on va changer complètement d'univers. Noël, c'est aussi une période assez niaise, assez cucu. Et pour s'extraire de cette ambiance un peu chiante, quoi de mieux qu'une bonne comédie noire de Georges Lautner. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler du film Pas de problème de Georges Lautner, bien entendu. Alors, je crois que vous avez compris que j'aimais bien ce cinéaste. Et j'aime particulièrement ces films des années 70 qui sont peut-être un tout petit peu moins connus, un petit peu moins valorisés, parce que il a vraiment une période, une espèce d'âge d'or dans les années 60 où il a vraiment sorti pépite sur pépite. Et après, dans les années 70, il fait des films peut-être un peu moins qualitatifs, entre guillemets. Et donc, ça fait partie de ces films un peu moins aimés, on va dire. Pas de problème, je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être que, bon, si vous êtes à fond dans Georges Lautner, vous connaissez, mais je crois que ça ne fait pas partie des films giga connus. Et en tout cas, ben, justement, j'avais envie d'en parler comme c'est un peu moins connu. On retrouve Miu Miu dans le rôle d'Anita qui passe une soirée tranquille dans son appartement quand soudain quelqu'un vient sonner et en fait, ben, c'est un type qui vient agoniser chez elle et qui meurt. Et donc, elle décide évidemment de se débarrasser du cadavre. Et pour ce faire, elle va aller le dissimuler dans le coffre de la voiture du personnage joué par Bernard Ménez qu'elle a rencontré un petit peu auparavant. Qu'elle vient fraîchement de rencontrer, elle se dit tiens, je vais aller mettre le cadavre dans le coffre. Voilà, ça c'est un pitch fort, ça c'est une bonne manière de commencer un film. Tout de suite, ça attache l'attention du spectateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on retrouve dans ce film une Triforce nanarde, alors pas la même que dans Quelques messieurs trop tranquilles.
Là, on a quand même Bernard Ménès, Henri Guibé et puis l'inénérable Jean Lefebvre. Donc les ondes nanardesques sont puissantes, mais ça n'est pas un nanar. Comme toujours, voilà, je trouve que ces films, les films des années 70 de Georges Lautner, ils ont quelque chose d'un petit peu, un peu frais, quoi. Alors comme dans la plupart de ces films, en tout cas de ceux dont j'ai parlé sur cette chaîne, il y a toujours ce côté, cette capacité à créer des scènes vraiment de haute tension. Donc là, notamment la scène d'ouverture dont je vous ai parlé, ça pourrait avoir sa place dans un film d'horreur. Ça aurait pu être le début d'un film d'horreur. Et ça, je pense que Georges Lautner, il aurait fait des slashers vraiment de qualité s'il avait décidé d'aborder ce genre. Mais voilà, en tout cas, une bonne comédie noire, comme on les aime. Et puis, alors le rapport avec Noël, il n'y en a pas tellement, sinon que... si, je crois qu'à la fin, ils fêtent Noël, puisque on les retrouve dans un chalet. Et d'ailleurs, j'ai cette image d'Henri Guibé qui porte un pull très très moche, digne de Colin Firth dans Bridget Jones. Voilà. Donc il y a un petit lien avec Noël quand même. Alors, pour rester dans le domaine de la comédie noire, je vais vous parler d'un film, mais pas trop longuement, parce que celui-là, c'est sûr et certain que vous le connaissez. C'est Buffet froid de Bertrand Blier. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est vraiment un film que je regarde aussi en période de Noël. Voilà, c'est un film auquel je suis très attachée et je fais un clin d'œil à Aubéry. Si jamais tu regardes cette vidéo, je sais que c'est aussi ton film de Noël. Donc je te fais des bisous. Buffet froid, tout simplement le chef-d'œuvre de Bertrand Blier. Et pour faire le pont avec un autre film dont j'ai parlé dans cette liste, eh bien, comme dans Bandi Bandi en fait, on rentre dans un univers de contes de fées, enfin peut-être de cauchemars en l'occurrence, mais en tout cas un monde où il faut accepter de suspendre son incrédulité, comme dirait l'autre, parce que toutes les règles d'un monde normal sont brisées. Voilà, c'est un monde complètement absurde. C'est l'univers de Bertrand Blier et on y rentre très facilement parce que Bertrand Blier sait nous faire rentrer dans son univers. Alors voilà, c'est une atmosphère sombre, hein, il fait nuit, il y a des meurtres. Si vous êtes un comptable avec une tête de pharmacien, vous êtes susceptible de vous faire zigouiller dans le métro pour aucune raison. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, ce film-là, c'est un film de Noël. Vous l'acceptez ou non, mais c'est un film de Noël. Et puis, bon, évidemment, toujours ces répliques de Bertrand Blier absolument inimitables, qui font tout le sel du film aussi, et puis ce casting 50 000 étoiles. C'est un plaisir. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce que Buffet froid, tout le monde connaît ce film. Et tout le monde en a parlé beaucoup mieux que moi, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans ma liste de films de Noël. On change encore d'univers pour ce 4e ou 5e film, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas compter. Peu importe, je voulais qu'on parle de Mars Attacks de Tim Burton. Un Tim Burton un petit peu à part, puisque généralement, voilà, Tim Burton, si vous connaissez, il fait des films plutôt gothiques. Et là, il nous propose un film très coloré. C'est un film qui sort en 96 et qui est en fait une sorte de pastiche des films d'invasion extraterrestre des années 50. Donc il y a tout cet imaginaire visuel qui accompagne le film et qui n'a pas pris une ride. Parce que il a été malin, le Tim Burton. Le film met en scène des extraterrestres tels qu'on se les représentait dans l'imaginaire des années 50. Donc des trucs vraiment, comment je pourrais dire, pas réalistes, mais pas du tout réalistes. Il a vraiment choisi de représenter des extraterrestres de manière complètement irréaliste, et donc il a bien fait, parce que le film vieillit moins, je trouve. Visuellement, comme c'était déjà à l'époque quelque chose qui était entre guillemets étrange, et ça reste étrange, mais du coup ça vieillit moins que certains films de l'époque. Ce qui est amusant avec le contexte de Mars Attacks, c'est qu'il sort en 1996, en même temps qu'un autre film qui parle d'invasion extraterrestre,
Independence Day. Et alors, il y a une différence fondamentale entre ces deux films, c'est que Mars Attacks fait preuve d'une autodérision irrésistible, tandis que Independence Day, alors comment je pourrais dire, et ben c'est premier degré, très premier degré, sauf que Independence Day en fait met en scène les Américains comme les sauveurs du monde, voilà, à l'ancienne. Et d'ailleurs, je l'avais déjà cité dans une autre de mes vidéos, mais vraiment, il faut voir cet extrait, c'est à mourir de rire. C'est le président des États-Unis, joué par Bill Pullman, donc dans Independence Day, qui fait un discours à se, comment je pourrais dire, pas vulgairement, j'allais dire à se pisser dessus, mais ouais, non, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, parce que faut vraiment le voir pour le croire. Et enfin moi, Independence Day, au départ, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit non, mais ça doit être du second degré, c'est pas possible. Non, non, apparemment c'est très sérieux. Bref, on n'est pas là pour Independence Day, qui n'est pas un film de Noël. On est là pour Mars Attacks. Mars Attacks, c'est vraiment une petite pépite. Et en plus, le film a vraiment bidé à sa sortie, malheureusement. Peut-être à cause d'Independence Day, peut-être que les Américains finalement sont très premier degré. Mais en tout cas, voilà, dans le genre, déjà film hommage à des films plus anciens, comme Tim Burton a d'ailleurs fait avec Ed Wood également. Et dans le genre, voilà, film américain qui fait preuve d'autodérision. Voilà, c'est un film américain sur des Américains avec une invasion extraterrestre qui sait prendre du recul par rapport à ce que les Américains font, quoi. Donc pour ça, je vous recommande vivement Mars Attacks. Alors personnellement, je l'avais vue vraiment petite et ça devait être voilà, le lendemain ou le surlendemain de Noël. Donc je garde un excellent souvenir de mon premier visionnage. Ça fait peut-être légèrement peur hein, pour les enfants un petit peu sensibles, mais quoique. C'est très rigolo et ça plaît voilà, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. C'est vraiment une pépite. Moi, je vous recommande à fond Mars Attacks. Alors, pour finir en beauté, je voulais vous parler du festin chinois de Tsui Hark. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. Si je l'ai massacré, ben, dites-le moi en commentaire, je suis désolée. Un film qui sort en 1995 et qui a pu être comparé à La Grande Bouffe. Alors, pourquoi pas? En fait, il faut savoir que les Chinois, comme les Français, nous sommes des grands passionnés de la gastronomie, peut-être les deux peuples au monde les plus passionnés par la gastronomie. Donc oui, on peut peut-être rapprocher les deux films. Cela étant, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que dans La Grande Bouffe, il y a quand même un aspect un peu dégoûtant, morbide, dans la présentation même de la nourriture. Il y a quelque chose d'excessif, de peu ragoûtant. Tandis que dans le festin chinois, il n'y a pas un truc qui a l'air dégueulasse. Et pourtant, et là c'est vraiment, ça c'est un truc de fou, c'est que dans le festin chinois, on va vous présenter une pâte d'ours à un moment donné. Donc a priori, une pâte d'ours, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus appétissant. Ben, si vous n'avez pas envie de bouffer la pâte d'ours après l'avoir vue dans le film, moi je ne peux rien pour vous. Ça c'est juste l'exemple pour vous montrer le pouvoir du film qui rend absolument tout délicieux. Voilà, ce que je veux dire c'est que, à la différence de La Grande Bouffe, dans le festin chinois, il y a un rapport heureux à la nourriture, un rapport sain et heureux à la nourriture. Et Tsui Hark, il filme la préparation des recettes comme si c'était des combats, quoi. Vous allez voir des ingrédients qui volent dans tous les sens, des ingrédients qui peuvent peut-être vous rebuter hein, quand vous entendez, quand vous savez ce que c'est, mais à la fin, c'est visuellement magnifique et non seulement c'est visuellement magnifique, mais en plus vous avez ce travail sur le son. En fait, ça rend le film, c'est une attraction quoi. C'est un film, c'est sensoriel. Limite, il manque juste l'odeur de la bouffe quoi. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment, j'ai été scotchée par ce film. Donc vous avez voilà, ces scènes-là qui sont extraordinaires et puis bon, bien entendu vous avez une histoire autour de tout ça avec en plus comme acteur principal Leslie Cheung qu'on adore. C'est vraiment un film qui met de bonne humeur. Personnellement je le place sur le même piédestal que Alexandre le Bienheureux
Donc c'est pas forcément mes 2 films préférés, mais en tout cas, quand j'ai un coup de moins bien, quand j'ai le moral dans les chaussettes, si je regarde Le Festin chinois, c'est sûr que je suis de meilleure humeur ensuite. C'est génial. Si vous aimez la nourriture autant que le cinéma, vous allez littéralement vous régaler devant Le Festin chinois. En tout cas, je pense qu'en film de Noël, même si ça ne parle absolument pas de Noël, si vous voulez passer un bon moment en famille, vous vous calez devant Le Festin chinois et vous allez passer un bon moment, je vous le garantis. Voilà. Et bien c'est tout pour moi, voilà, pour ce petit tour d'horizon de mes films personnels de Noël. Je n'ai pas cité 2h moins le quart avant Jésus-Christ parce que ça tombe sous le sens et que ce sera l'objet d'une vidéo entière ultérieure. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite à liker, à partager, à commenter, à booster maintenant. Et puis je vous dis à bientôt et boujou chez vous!